Voyons maintenant les étapes de la gestion du changement. On va en décrire 8. Il y a bien sûr nombre de gens qui ont décliné différents plans pour conduire le changement avec un certain nombre d'étapes. Il y en a des différentes. Il n'y a pas de religion à ce sujet. Ce que je vais ici décrire, c'est les 8 étapes qui ont été distinguées par le professeur John Kotter aux États-Unis d'Amérique et qui sont en quelque sorte un standard de la conduite du changement dans le monde académique et aussi dans le monde professionnel cultivé. Ces 8 étapes, que l'on va détailler une à une, sont les suivantes. Créer un sentiment d'urgence, créer une puissante coalition de soutien, créer une vision, le scénario cible dont on a parlé, communiquer cette vision, inciter à agir pour concrétiser la vision à chaque fois que possible, planifier des succès à court terme, ce qu'on appelle en anglais les quick wins, consolider les progrès et continuer à avancer, et au fur et à mesure que le processus se déroule, institutionnaliser la nouveauté. Voyons ces étapes en détail. Créer un sentiment d'urgence. C'est fondamental pour motiver les gens à changer. On peut décrire les évolutions du marché et montrer que ces évolutions du marché nous contraignent à changer, autrement on va rester hors marché, on va perdre des clients et à terme, c'est la faillite qui va se profiler. Ou alors les évolutions du marché présentent de nouvelles opportunités qui nous permettront au contraire d'améliorer notre position dans ce marché. On peut aussi décrire l'état de la concurrence, voir comment nos concurrents commencent à nous dépasser parce qu'ils ont innové davantage, parce qu'ils épousent des nouvelles technologies, de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire qui leur donnent des avantages concurrentiels sur nous. On peut aussi identifier des facteurs de crise, des menaces, que ce soit les concurrents, des nouveaux entrants, un changement de positionnement des fournisseurs par rapport à nous, ils ont plus de pouvoir parce qu'eux ont engagé un processus de changement, mais aussi, ça peut être une crise financière de l'entreprise. On peut aussi montrer les opportunités qui se présentent dans les nouveaux scénarios. Par exemple, les nouvelles opportunités couvrent les nouvelles technologies digitales. Il n'est pas nécessaire, bien évidemment, de faire tout ça pour créer un sentiment d'urgence. Il suffit de l'un de ces facteurs pour créer un sentiment de qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il faut, encore une fois, montrer la carotte, c'est-à-dire où est-ce qu'on pourrait aller, mais aussi le bâton, c'est-à-dire un scénario très négatif qui est ce qui se passerait si on ne fait rien, si on reste exactement où on est. Deuxième étape, créer une puissante coalition de soutien. Elle se décline en 2 parties. Tout d'abord, il faut créer une équipe avec suffisamment de pouvoir pour produire le changement. Parce que pouvoir veut dire ici surtout la capacité d'action, c'est-à-dire les compétences nécessaires que doivent avoir les membres de l'équipe pour pouvoir effectivement mettre en œuvre le changement, c'est-à-dire la transformation digitale. Cette équipe, elle doit s'assurer du soutien des personnes et des groupes clés dans l'organisation. Bien évidemment, la direction générale. Mais aussi, dans la mesure du possible, les directions fonctionnelles. Les syndicats qu'il faut rallier au processus de transformation digitale, c'est souvent difficile, mais ce n'est jamais impossible. Et tout autre groupe d'influence, on peut penser en premier lieu au conseil d'administration, etc. Ceci est fondamental, car les projets qui sont vraiment mis en œuvre ne sont pas nécessairement les meilleurs. Ils sont toujours ceux qui sont soutenus par une coalition puissante, car autrement, on peut vouloir, on ne pourra pas.
Troisième étape, créer une vision, c'est-à-dire le scénario cible. Cette vision doit être une sorte de terre promise et elle doit pouvoir être décrite en termes simples. Comment l'organisation va fonctionner une fois le processus de transformation digitale mené à terme. Les caractéristiques que doit avoir cette vision, c'est bien évidemment être enthousiasmante, excitante, donner envie, mais aussi facile à communiquer. Elle va bien au-delà des chiffres. Il ne suffira jamais de dire, eh bien, on va aller vers un scénario, on va travailler avec 10 ou 20% de moins d'effectifs et on sera 30% plus productif. Cela n'enthousiasmera personne dans l'organisation. Il faut au contraire montrer comment on va fonctionner, comment la vie quotidienne dans l'organisation sera meilleure que ce qu'elle est actuellement. Elle doit donc montrer dans quelle direction l'organisation s'engage. Elle agit comme le nord dans une boussole. Où on va. Mais, très important, si elle nous montre bien où on va aller, elle ne nous dira rien sur la route qu'il faut suivre pour y arriver. Pour communiquer la vision, il faudra utiliser tous les canaux. L'Internet, le texte écrit, les circulaires, parfois des interviews à la télévision, si possible, mais surtout, profiter de manière improvisée de toutes les situations pour communiquer la vision. Par exemple, s'il y a des nouvelles dans les médias qui parlent de la transformation digitale en général dans la société ou de telle et telle autre organisation, il faudra profiter de diffuser cette nouvelle en rappelant que nous aussi on est engagés et où on va. Il faudra s'appuyer sur les premiers succès, ce qu'on appelle les quick wins, pour concrétiser la vision, pour dire voilà comment ça se passe maintenant. Célébrer ces succès et les diffuser largement. Et ne pas hésiter à toujours comparer ce que l'on peut réussir avec ce qui se passerait si on ne fait rien. Il faut ensuite inciter le personnel à agir concrètement pour concrétiser la vision dans les faits. Cela veut dire affronter avec courage les obstacles au changement. Les affronter avec courage ne veut pas dire toujours les affronter explicitement et le dire à qui veut bien nous entendre. Les affronter avec courage veut dire que stratégiquement, on ne va pas les éviter. Après, dans la pratique, il faudra sans doute ruser, faire preuve de capacité de dissimulation quand il le faudra, et parfois agir directement et de face. Il faudra changer les systèmes ou les structures qui minent sérieusement la vision. Par exemple, les processus qui vont exactement à l'encontre de ce que l'on veut faire. Des processus qui sont là, qui existent tels qu'ils existent, tout simplement par la force des choses, par l'inertie du temps, mais qui, au contraire, retardent le travail, retardent la conception de produits, retardent la fabrication, retardent la livraison, minent le service au client et donc minent sérieusement la vision d'où on veut aller. Il faudra encourager donc la prise de risque et la mise en œuvre d'idées innovantes. Quand des gens dans l'organisation proposeront des petits projets ou des initiatives ou des nouvelles pratiques qui, elles, sont en accord avec la vision, il faut tout de suite les encourager, célébrer leur succès, les défendre en cas d'échec, parce que tout ce qui ira dans le sens de la vision doit être encouragé. Planifier des succès à court terme, les quick wins, ça veut dire parmi toutes les actions et les projets possibles, pour commencer, sélectionner ceux qui, sans être triviaux, vont donner un succès rapide. Car, comme on le verra, tout processus de changement est en quelque sorte la conquête de territoires que d'autres croient posséder. Donc il s'agit rapidement de construire un ou deux châteaux imprenables. Ici, cela veut dire des choses qui marchent et qui marchent mieux qu'avant et que tout le monde peut regarder. Court terme
veut dire ici 6 mois. Mieux encore, si jamais on peut construire un petit château imprenable dans 3 mois, il faut ne pas hésiter à le faire. Car tout ceci est fondamental. Si les gens ne voient pas des succès à court terme, s'ils voient qu'il y a des réunions, des projets, le temps passe, les mois passent, 6 mois passent, et on ne voit rien venir, eh bien, tout le monde va commencer à penser que ce changement, en fait, n'aura pas lieu, que tout ça, c'est des paroles en l'air, et des gens vont commencer à rejoindre le camp des opposants, ou en tout cas le camp des sceptiques. C'est pour ça qu'il faut produire ces quick wins, les célébrer et diffuser largement ces premiers succès et en récompenser leurs auteurs. Consolider les progrès et continuer à avancer. Sur la base des premiers succès, il faut accumuler du pouvoir. C'est aussi ça le but de ces quick wins, c'est que ça permet d'accumuler du pouvoir. Les gens voient que la transformation digitale, ce n'est pas seulement des discours, des paroles en l'air, que c'est des choses concrètes, et que ces choses concrètes prouvent expérimentalement aux yeux de tout le monde qu'on peut faire les choses mieux qu'auparavant, ou faire de nouvelles choses qu'il était impossible de faire auparavant. Donc, sur la base de ce pouvoir accru, sur la base de ces petits châteaux imprenables, on est en meilleure position pour conquérir de nouveaux territoires et continuer à avancer. Donc, développer de nouveaux projets. Changer les systèmes et les structures et politiques qui ne convergent pas avec la vision. Recruter de nouveaux employés à même de concrétiser davantage la vision. Et finalement, progressivement, institutionnaliser la nouveauté. Car finalement, tous ces nouveaux systèmes, tous ces nouveaux processus et surtout ces nouvelles pratiques doivent devenir des standards. On doit pouvoir dire, eh bien vous voyez, maintenant les choses se font comme ça et pas comme on les faisait auparavant. Mais il ne faut pas que ce soit un impératif pour les gens, du genre on exige de vous que maintenant ça soit comme ça. Non, il faut que ce soit un constat. On institutionnalise ex post, une fois que les choses commencent à se mettre en place. Mieux encore, une fois qu'elles se mettent en place et qu'une majorité de gens épousent ces nouvelles pratiques. Et à ce moment-là, on dit bien maintenant, on fait comme ça. Vous voyez bien que ça marche mieux qu'avant. Les organisations changent au quotidien quand les gens se mettent à faire les choses autrement qu'auparavant et font des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant. Car le fameux changement culturel n'est jamais la cause du changement organisationnel et non est la conséquence. C'est le changement de pratique qui crée le changement culturel et non pas le changement culturel qui va créer le changement de pratique. Tout cela, ce sont les étapes. Tout cela, c'est la carte. Mais quand on descend au territoire, il en va autrement et c'est là que les difficultés commencent. Citons Machiavel dans Le Prince. L'on doit dire qu'il n'y a rien de plus difficile à réaliser, ni dont le succès soit plus douteux, ni plus dangereux à mettre en œuvre que de changer l'ordre des choses. Ce sont des sages paroles qui nous montrent qu'un changement, qu'un processus de transformation affrontera nécessairement toujours des obstacles. Et ces obstacles peuvent faire échouer le changement. Et les causes des échecs, elles, peuvent être multiples. C'est pourquoi nous allons voir dans la suite les différentes causes d'échec au changement et les manières de les surmonter, en focalisant sur le grand problème, la résistance au changement.